Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, on continue avec l'histoire de la vaccination. On vous propose un petit truc que j'apprécie particulièrement pour prendre soin de votre santé mentale et on parle avec Nicolas Gendron qui a piloté le projet théâtral Au creux de l'oreille. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette dernière chronique de la saison. On va finir notre série, pour ainsi dire, épidémique en parlant de la dernière grande épidémie de variole qui a eu lieu dans une ville moderne, et ça s'est passé à Montréal en 1885. On pourrait dire qu'on n'était peut-être pas si moderne que ça finalement à l'époque. La maladie est arrivée par le train de Chicago, en la personne d'un conducteur du Grand Trunk Railway qui s'appelait George Longley. Alors, Longley débarque à la gare Bonaventure à Montréal. À la gare Bonaventure, il va pas bien. Il fait de la fièvre, il commence à avoir des pustules qui apparaissent sur sa peau. Alors, il se dirige, parce qu'il est protestant, il se dirige à l'hôpital général de Montréal, l'hôpital protestant, et le médecin résident diagnostique tout de suite un cas de variole. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse Longley pour pas infecter son hôpital. Alors, Longley, un peu désespéré, on comprend, s'en va dans un hôpital catholique, il s'en va à l'Hôtel-Dieu. Et à l'Hôtel-Dieu, la religieuse lui demande « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'hôpital anglais? » Il répond « On m'a refusé. » Elle dit « Nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. » Sa literie va infecter Pélagie Robichaud, une Acadienne qui travaille à la buanderie. Et elle, en retournant chez elle, elle va infecter sa sœur Marie. Les deux vont mourir assez vite. Et à la mi-avril, la variole dans l'hôpital, dans l'Hôtel-Dieu est hors contrôle. Le bureau de santé montréalais décide alors de faire une erreur monumentale. Il renvoie chez eux tous les patients qui ne présentent pas de symptômes. Alors naturellement, il y en a beaucoup qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont porteurs. Alors l'épidémie se transmet tout de suite dans la population. Ça va être une catastrophe, rapidement. Alors, on décide, il faut vacciner. Il existe une loi depuis 1861 qui prévoit la vaccination obligatoire. Elle a été à peu près jamais appliquée. Mais là, le maire de Montréal décide de s'en prévaloir. Le maire de Montréal qui s'appelle Honoré Beaugrand. Alors, il décide de mettre l'autorité de la ville, de faire condamner les maisons où il y a des patients, etc. Il se met en Honoré Beaugrand, qui était, je rappelle, aussi le fondateur du journal La Patrie. Alors, Beaugrand met tout en branle pour essayer de combattre la variole et on décide, on va donc procéder à une vaccination massive. Le problème, les Canadiens français à l'époque se méfient de la vaccination qu'ils associent aux chirurgiens anglais. Et les médecins, voyant qu'il y a une résistance dans la population, parce que la vaccination est encore un peu controversée à l'époque, tout le monde n'admet pas la théorie que c'est des microbes qui transmettent les maladies à l'époque. Et donc, les Canadiens français, très peu d'entre eux vont se faire vacciner. Et lorsqu'on va faire le bilan, eh bien, il va y avoir eu plus de 5864 morts et 13 000 personnes qui sont défigurées et 9 victimes sur 10 sont des Canadiens français, la plupart des enfants. Ça vous dit, c'est la démonstration la plus magistrale de l'efficacité de la vaccination qu'il y a jamais eu. Et Montréal a eu, durant cette période-là, la réputation d'une ville de la peste un peu partout dans le monde parce que les journaux américains se sont emparés de ça. Mais donc, ça se termine avec un bilan tragique. Ça va être le dernier du genre dans une ville d'Occident, Europe de l'Ouest ou Amérique du Nord. On ne reverra plus jamais une situation comme celle-là. Et la variole, aujourd'hui, est une maladie qui a été complètement éradiquée. C'est d'ailleurs la seule. Alors voilà, ça termine notre petite chronique pour cette période de pandémie. Alors, bonsoir et peut-être à une autre saison. Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du jardinage sur la santé mentale. En fait, le jardinage, c'est une activité manuelle, donc elle nous permet vraiment de sortir de notre tête. Un des premiers grands bienfaits, en fait, c'est de réduire le stress qu'on vit au quotidien. Parce que quand tu es en train de jouer dans la terre, de planter des légumes ou peu importe, mais tu n'es pas en train de penser à toutes
ces préoccupations-là, tu es en train de mettre ton énergie sur le moment présent, sur ce que tu es en train de faire. Donc, ça permet vraiment d'évacuer là, ce stress-là ou cette anxiété qui peut être présente. Un des autres bénéfices très intéressants, c'est que le jardinage, c'est une activité physique, puis l'activité physique, a aussi des bienfaits sur la santé mentale. Donc, ça permet vraiment de prendre soin de son corps parce que en fait, tu n'as pas le choix d'entretenir ton jardin à tous les jours si tu veux des résultats intéressants à la fin. Donc, en ce sens-là, ça a aussi un impact positif sur l'estime de soi parce que tu vois ton jardin évoluer, tu vois tes légumes pousser, tu vois le fruit de tes efforts au fur et à mesure que la saison avance. Ça permet aussi, jardinage, d'avoir un contact régulier avec la nature. Il y a des études qui ont démontré justement que d'être en contact avec les espaces verts, ben ça réduit la détresse mentale et ça a aussi démontré qu'il y avait une propension à réduire en fait la rumination de pensées négatives. Fait que plus on est dehors avec de la verdure, là, pas juste dehors dans du béton, ben plus ça a un impact positif sur ta santé mentale. Le jardinage, ça peut permettre aussi de faire preuve de beaucoup de créativité, ça la stimule en fait. Ça peut aussi avoir un impact bénéfique sur tes relations sociales. Parce que, par exemple, si tu as une parcelle au jardin communautaire, ben là, tu côtoies d'autres personnes qui font aussi du jardinage, qui ont un intérêt commun avec toi. Donc, tu peux créer des liens avec eux et il n'y a rien de mieux pour la santé mentale que d'avoir une vie sociale, je dirais, active. Donc c'est ça, hein? Juste de pouvoir échanger avec la personne qui a le jardin à côté de toi, ça peut être suffisant, comme ça se peut qu'il y ait des nouvelles amitiés qui se créent. Donc, pour toutes ces raisons-là, il n'y a que des avantages à faire du jardinage. C'est quelque chose qui est quand même accessible à tout le monde, au sens où est-ce que si tu n'as pas accès à un terrain pour te faire un jardin ou tu n'as pas accès à une parcelle au jardin communautaire, mais tu peux toujours te mettre des bacs sur ton balcon puis faire pousser des trucs l'été, puis l'hiver, ben entretenir des plantes à l'intérieur, par exemple, pour continuer d'avoir cet aspect-là de jardinage, mais d'une façon qui est différente. Donc, prendre soin de son jardin, ben c'est prendre soin de soi. Donc, je vous invite à essayer de jardiner si c'est quelque chose que vous avez jamais fait et peut-être constater des effets bénéfiques pour vous. Alors, Nicolas, bonjour. Allô, allô. Alors, toi, t'es comédien, t'es originaire de la région ici de Victoriaville, mais présentement, tu travailles dans quel coin de la province? Ben, je suis basé à Montréal. Ça fait déjà une dizaine d'années après ma formation là, en théâtre, justement. Mm-hmm. Mais je reviens souvent dans le coin de Victo pour collaborer, entre autres, avec le Théâtre Parmi nous, avec le Chœur d'Abeluy l'an dernier, donc avec la ville de Victoriaville souvent pour animer des événements. Donc, dès que j'ai une occasion, je reviens dans ma région. Excellent. Et puis là, t'as piloté un beau projet avec le Théâtre Périscope à Québec qui était Au creux de l'oreille. L'activité a été échelonnée sur 5 semaines en tout. OK. Et on était environ 325 artistes de toute génération, là, autant des finissants des écoles de théâtre que des gens, que des comédiens avec 50 ans d'expérience, des comédiens de Québec, des comédiens de Montréal, des comédiens en région aussi, et des comédiens professionnels. Et on a fait à peu près quelque chose comme 2200 rendez-vous pour rejoindre environ 2400-2500 personnes, parce que des fois, il y avait des familles, des couples. Oui. Ça a obtenu un grand succès. OK. Entre autres, à cause de
la qualité là, d'intimité qui pouvait se développer entre l'artiste et les auditeurs là, au bout du fil. Absolument. Puis pour vous, ça a dû être un peu une adaptation pour le jeu aussi, d'avoir à faire du théâtre, mais au téléphone. Oui, ben en fait, le but, c'était pas de faire du théâtre à tout prix, mais de vraiment un temps de lecture. Donc, parce que c'est pas quelque chose qui avait été répété infiniment, mais ça n'empêche pas que ce soit joué. C'est quand même joué. Donc, à ce moment-là, ça fait appel à notre métier, puis aussi, on avait comme consigne, bien sûr, de lire des textes lumineux la plupart du temps, mais d'abord et avant tout de lire des textes qui nous font plaisir à nous, comme interprètes. Donc, des coups de cœur, de transmettre des coups de cœur à l'auditeur. Donc, ça fait une bonne différence là, dans la livraison. Donc, c'est quasiment c'est un marché qui se développe de plus en plus pour les artistes au Québec, celui des livres audio, celui de la narration. Donc, ça fait partie de notre métier aussi. Et puis pour les gens qui voudraient en savoir plus sur l'initiative, est-ce qu'il y a un site web ou une page Facebook où aller chercher les renseignements? Oui, toutes les informations sont sur la page, le site web du Théâtre Périscope, en fait. Et puis, il y a une page au creux de l'oreille sur laquelle on a toutes les informations sur le projet. Puis, s'il y a suite, les informations seront là dans les semaines et mois à venir. Merci d'avoir été là, c'est tout pour cette saison. Alors on vous laisse avec une dernière exploration d'Annie Saint-Jean sur le thème des oiseaux. L'autre bulletin revient cet automne. Alors bon été, à bientôt! Thank you.